Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire de Astella Avocat. Donc, contrairement à d'habitude, on va éviter de faire de l'actualité et on a décidé de faire tout le contraire. On va revenir à l'origine de la protection sociale. On va repartir il y a 80 ans. Et oui, il y a 80 ans. C'est la plus vieille obligation de protection sociale du droit français. L'obligation du 1,50, alors tranche A à l'époque et tranche 1 aujourd'hui, qui avait été créée à l'origine par les partenaires sociaux qui s'étaient réunis pour définir un régime de retraite complémentaire pour les cadres, donc l'AGIRC. Et lorsqu'ils ont créé l'AGIRC, ils se sont dit que au-delà de la retraite complémentaire, il manquait aussi une protection en matière de prévoyance. Et c'est là qu'est née en 1947 l'obligation patronale du 1,50 tranche 1. Donc on va passer 1 heure à refaire le point parce que aussi vieille soit-elle, elle est quand même assez méconnue. Étonnamment, les entreprises la connaissent sans la connaître. On en ignore souvent les contours exacts, les obligations exactes. On dit un peu tout et son contraire sur cette obligation. Donc on s'est dit que dans ce back to basic, on allait prendre 1 heure pour vraiment remettre les pendules à l'heure sur ce que contient exactement cette obligation. Ce qui nous permettra de répondre successivement à toutes ces questions. À quoi ça correspond, ça coûte combien, c'est pour qui, comment on fait, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas et quelles sont les sanctions applicables et est-ce qu'on est vraiment contraint de le faire ou est-ce qu'on peut y déroger? Donc, avant de commencer, on vous rappelle les règles, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à prendre la parole, alors par écrit, à poser toutes vos questions. On aura aussi un temps d'échange à la fin du webinar, mais toutes les questions que vous allez poser vont effectivement nourrir ces échanges qu'on aura à la fin. On vous précise également que, comme d'habitude, les replays des webinaires sont disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc sur astellaavocat.com, hein, vous avez le fil Astella qui reprend de l'actualité et notre actualité aussi à nous, hein, nos événements, nos webinars, nos replays. Et le support sera aussi disponible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'y référera, et vous l'aurez aussi dans le support, tout simplement aux textes, hein, qui fondent l'obligation. Donc voilà, on n'hésitera pas à y retourner pendant ce webinaire d'1 heure. Donc, comme je venais de vous le dire, à l'origine, cette obligation était une obligation conventionnelle créée par les partenaires sociaux au sein de la CCN AGIRC du 14 mars 47. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis un ANI de 2017 et surtout depuis le 1er janvier 2019, l'AGIRC a disparu et a fusionné avec l'ARCO. Donc, la CCN de 47 a disparu. Donc, lorsque les partenaires sociaux, là encore, c'est toujours eux, hein, qui ont la main sur ces obligations-là, ont réfléchi à la réécriture des textes de 47 et de 61, ils n'ont pas oublié cette obligation du 1,50 tranche A qui à l'époque était partie intégrante, c'était l'article 7 de la C7 de 47, et là ils ont créé désormais 2 ANI différents, accords nationaux interprofessionnels, un ANI retraite, donc celui qui a fusionné la GIRC et l'ARCO et qui a fixé les règles de fonctionnement de la retraite complémentaire. Et de l'autre côté, ils ont créé tout seuls un ANI du même jour, hein, du 17 novembre 2017, où l'intégralité de l'ANI contient 4 articles et l'intégralité de cette ANI vise à redéfinir cette obligation dite du 1,50 tranche 1. L'originalité et peut-être un peu le reproche qu'on pourrait faire aux partenaires sociaux à cette occasion. À leur décharge, personne ne pensait que l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres serait encore applicable aujourd'hui, puisque l'objectif était d'attendre une négociation interprofessionnelle beaucoup plus large sur le statut du cadre en France. Qu'est-ce que c'est qu'être un cadre? Qu'est-ce que ça change d'être un cadre par rapport à être un non-cadre? Puisque dès lors que l'AGIRC et l'ARCO fusionnaient et que la principale différence entre un cadre et un non-cadre, qui était l'affiliation à une caisse de retraite complémentaire spécifique, disparaissait, la question se posait donc de savoir, mais est-il légitime de maintenir d'autres différences? Donc il y avait cette grande négociation globale interprofessionnelle qui était censée s'ouvrir et qui allait probablement réécrire les contours de cette obligation de prévoyance. Mais au cas où, et ils n'ont pas eu tort, ils se connaissent bien, ils se sont dit au cas où on n'y arriverait pas,
on veut quand même pas se permettre comme ça de faire disparaître une obligation ancestrale, ni vue ni connue, donc on va copier-coller, et c'est ça qu'on peut regretter, ils ont fait un copier-coller d'un texte qui a 80 ans, donc qui cite encore au sortir de la guerre des choses très très liées à la France de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont tout copié-collé en 2017, donc c'est pas très adapté. On verra que c'est la raison pour laquelle à plusieurs niveaux, la rédaction exacte des textes, quand on s'y rapporte, on voit bien que c'est plus dans l'air du temps et que ça aurait mérité d'être actualisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on continue à fonctionner sur cet article premier que Louis vient de vous montrer, que vous aurez dans le support. C'est devenu copier-coller de l'article 7 de la CCN de 47, l'article premier de l'année du 17 novembre 2017. Et donc très simplement, avant d'entrer dans les détails, on rappellera que c'est une obligation pour l'intégralité des employeurs de salariés de droit privé, vraiment sans aucune condition d'effectif, sans aucun délai, sans aucune condition d'ancienneté, une obligation de financer au profit des salariés cadres une couverture de prévoyance. Et en fait, on va revenir vraiment sur toutes ces caractéristiques de cette obligation. Alors pour commencer, effectivement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on la nomme, cette obligation dans le langage courant, le 1.5T1, parce qu'effectivement, la principale obligation fixée par ce texte, c'est de créer une obligation dite à cotisation définie, une obligation pour les employeurs de financer une couverture. Alors, on viendra sur les détails de cette couverture un peu après, mais on va d'abord s'attacher au financement. Donc, on l'a tous en tête, c'est l'obligation de verser au profit des salariés cadres une cotisation, donc exprimée effectivement en pourcentage de la rémunération plafonnée à un plafond de la sécurité sociale, donc la tranche 1 des rémunérations utilisées pour l'Agir Carco, et effectivement une cotisation patronale avec un minimum de cotisation patronale de 1,5 de la rémunération allant jusqu'à 1 pass. Donc c'est une cotisation forfaitaire. Quand on a effectivement une rémunération qui est égale ou supérieure à un pass, ça fait de l'ordre un petit peu moins de 60 € par mois aujourd'hui en 2025. Alors, pour vérifier que l'employeur respecte bien son obligation, on ne s'attache pas forcément uniquement aux cotisations versées sur la tranche 1. Le texte nous dit qu'effectivement, le montant de la cotisation, c'est bien 1,5 de la rémunération plafonnée à la tranche 1. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un montant forfaitaire, encore une fois, de l'ordre de à peu près 60 €. Pour autant, l'employeur respecte son obligation s'il paye ce montant. Si on a un salarié qui a une rémunération supérieure à un plafond de la sécurité sociale, mettons effectivement, alors vous savez, il y a deux tranches de rémunération, tranche 1 jusqu'à 1 pass et tranche 2 de 1 à 8 passes, mettons qu'on a un salarié qui soit mieux rémunéré et qui ait une rémunération par exemple de 2 passes, donc avec une partie de sa rémunération dans la tranche 2, eh bien l'employeur est légitime à additionner les cotisations payées également sur la rémunération supérieure au pass pour vérifier que l'obligation est bien remplie. Donc par exemple, on peut facialement avoir une cotisation sur la tranche 1 inférieure à 1,5. L'exemple qu'on vous a mis, c'est mettons une cotisation vraiment de 0,75 et une cotisation supérieure sur la tranche 2, mettons qu'on ait une cotisation patronale de 2%, eh bien, si la rémunération du salarié est suffisante, je vais bien avoir pour ce salarié une cotisation d'au moins 58 € à peu près, ce qui permettra effectivement à l'employeur de justifier d'avoir bien rempli son obligation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas uniquement s'arrêter à la cotisation payée sur la tranche 1, il ne faut pas oublier d'aller regarder pour vérifier que l'obligation est bien remplie, s'il n'y a pas des cotisations de prévoyance qui sont payées au-delà de la tranche 1, donc sur la tranche 2, on additionne les deux et au global, on globalise ces cotisations pour vérifier que l'obligation de financement est bien remplie. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne fonctionne que pour des entreprises où il n'y a pas de cadre dont la rémunération est égale ou inférieure au plafond de la sécurité sociale. Donc, cette information, elle est vraiment très importante parce qu'on voit, nous, extrêmement régulièrement, c'est probablement le point le plus méconnu ou le moins bien appréhendé d'une manière générale par la place, c'est-à-dire de regarder la cotisation patronale T1 et d'en déduire si on est bon ou pas en 1,50 tranche A. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. On peut aller chercher on doit même aller chercher la contribution patronale T2 pour vérifier si l'obligation globale est atteinte. Bien évidemment, comme le disait Louis, ça oblige à calculer en fonction des deux niveaux des contributions tranche 1 et tranche 2, à calculer ce qu'on appelle cette rémunération pivot, donc la rémunération la plus basse du cadre pour lequel la somme de sa contribution en tranche 1 et en tranche 2 atteint 60 €. On va
simplifier. Et donc, s'il y a des cadres en dessous de cette rémunération pivot, pour ces salariés-là, l'employeur ne respecte pas son obligation. S'il n'y a dans l'entreprise, comme certaines entreprises, que des cadres de relativement haute rémunération et pour lesquels la cotisation tranche 2 permet systématiquement d'atteindre les 60 € par mois, il n'y a effectivement aucun problème à majorer la contribution patronale sur la tranche 2 et avoir finalement une cotisation patronale tranche 1, comme dans l'exemple, bien inférieure à 1,50 €. Donc inversement, le texte effectivement nous dit que c'est une cotisation payée sur la rémunération inférieure au plafond. Donc effectivement, lorsqu'on a une rémunération égale ou supérieure au plafond, on a bien ces 58 €. En revanche, encore une fois, au regard de la formulation du texte, lorsqu'on a un salarié cadre dont la rémunération est inférieure au plafond, ce qui est effectivement ce qui peut arriver, mais ce qui est pas censé être le cas de cadre. Je rappelle notamment que le régime AGIRC, qui était le régime de retraite des cadres, c'était vraiment pour payer des cotisations principalement au-delà de la tranche 1. Donc, il est censé y avoir une forme de corrélation entre le statut de cadre et avoir une rémunération de moins un pass, mais on se rend compte que ce n'est pas systématiquement le cas. En tout cas, lorsqu'on a un salarié cadre dont la rémunération est inférieure au pass, tout ce qui compte, c'est de bien avoir une cotisation patronale de 1,5 de l'intégralité de sa rémunération. Et même si sa rémunération est inférieure au pass, et qu'on a donc une cotisation patronale qui en euros serait inférieure aux 58 €, l'obligation est également remplie. L'employeur effectivement remplit ses engagements. Donc c'est assez simple en termes de financement, on s'est tout dit. Maintenant effectivement, la question est de savoir cette cotisation, quelle couverture elle doit financer. Donc ça a été un éternel débat depuis des années et des années. Pour quelles raisons? Parce que à la fois dans l'article 7 de la CCN de 47 et comme je vous le disais, reproduit strictement à l'identique dans l'article 1er de l'ANI de 2017, à l'intérieur de l'article, il n'y a pas de précision. Mais dans le titre de l'article, l'intitulé de cet article, c'est « Avantages en matière de prévoyance ». Et donc, tout le débat a consisté pendant des années à s'interroger sur la question de savoir ce que signifiait la prévoyance. Et il est vrai que dans le langage courant, et on est tous amenés à utiliser cette approximation en permanence, c'est-à-dire qu'on utilise le mot prévoyance pour l'opposer aux frais de santé. Donc, très souvent, quand on dit prévoyance, c'est ce qu'on appelle les risques de prévoyance lourde, donc les contrats incapacité, invalidité, décès, à l'exclusion des contrats de remboursement de frais de santé. Donc, il était coutume de penser, d'une manière générale, que cette obligation de financement patronal du 1,50 tranche A pour les cadres avait vocation à être une cotisation affectée exclusivement sur le contrat de prévoyance dite lourde. Pour autant, c'était pas ce qui était écrit et en tout cas au sein, à l'époque, moi je suis arrivée il y a 20 ans et Gilles Briens avait déjà ce dada consistant à dire les mots ont un sens, j'arrive pas du tout à imiter Gilles Briens, les mots ont un sens, c'est pas parce que le langage courant utilise prévoyance pour l'opposer aux frais de santé, nous sommes des juristes et d'un point de vue strictement juridique, il y a énormément d'occurrences dans les différents textes, le principal étant par exemple pour nous la loi Fillon lorsqu'elle a créé les règles d'exonération de cotisation de sécurité sociale et cet article 242.1, quand on nous parle de prévoyance, de plafond prévoyance, de conditions d'exo pour les régimes de prévoyance, c'est bien pour l'opposer à la retraite, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas un régime de retraite. Donc, ça englobe les frais de santé. Il y avait l'exemple à l'époque aussi de ce qu'on appelait la taxe prévoyance. Vous savez qu'elle a été transformée en forfait social, mais pendant des années, on avait une taxe qui s'appelait la taxe prévoyance et qui s'appliquait tout autant et tout aussi bien au régime de prévoyance et de frais de santé. Donc, il y avait toute une série d'arguments comme ça qui permettaient à Gilles Briens à l'époque de soutenir que, bien évidemment, que l'employeur qui finance un régime de frais de santé pour ses salariés cadres est autorisé à tenir compte du montant de sa participation patronale en frais de santé pour additionner et atteindre le fameux 58 € minimal requis. Ça a donné lieu, comme je vous le disais, à beaucoup de débats et ça a fini par être tranché en 2022 par la Cour de cassation. Exactement cette question-là, il a été considéré que, bien évidemment, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée au titre du remboursement des frais de santé pour vérifier ou non l'atteinte de l'obligation patronale de financement d'une prévoyance au sens large pour les cadres à hauteur de 1,50 de la tranche 1. Donc le débat est désormais tranché, les frais de santé
peuvent être pris en compte dans le calcul pour l'atteinte de cette obligation de financement patronal minimal. Le seul hic là-dedans, c'est que vous savez qu'en frais de santé, il y a des dispenses d'ordre public, donc sur lesquelles l'employeur n'a pas la main, il ne peut pas, dans son acte, considérer qu'il n'offre pas cette faculté de dispense à ses salariés cadres, au motif qu'étant cadre, il a besoin de cette contribution patronale de frais de santé. Donc, un employeur qui irait chercher la cotisation frais de santé pour pouvoir respecter son obligation du 1,50 tranche A, s'exposerait à un risque si l'un de ses salariés cadres venait à solliciter le bénéfice de la dispense d'adhésion et donc, de facto, à supprimer la contribution patronale y afférente. Alors, on peut presque s'interroger sur la pertinence pour un employeur dans une hypothèse comme celle-là à maintenir, donc ne pas faire financer le salarié bien évidemment, mais d'une manière ou d'une autre, maintenir cette participation patronale si véritablement il estime que le jeu en vaut la chandelle pour l'atteinte du 1,50 tranche A. C'est vrai que tout ça crée une situation qui n'est pas très confortable. Sachant que bon, il n'y a pas non plus tous les jours des salariés et cadres qui sollicitent une dispense d'adhésion d'ordre public en matière de frais de santé. Oui, et puis encore une fois, le débat n'a pas encore du tout été tranché par les juridictions. Autant en 2022, on a cette consécration de la possibilité de globaliser les frais de santé et la prévoyance pour vérifier l'obligation, mais en revanche, aujourd'hui, encore une fois, c'est d'ailleurs ce qu'on dira tout au long de ce webinaire, il y a quand même, depuis 80 ans, très peu de décisions en la matière. Charlotte l'a rappelé, c'est assez méconnu des employeurs, mais a fortiori des salariés. Il y a assez peu de contentieux sur le respect de cette obligation, et pour l'instant, personne n'a tranché la question de savoir si, en globalisant frais de santé et prévoyance et en ayant un salarié cadre qui se dispense des frais de santé, en toute connaissance de cause, est-ce que pour autant l'obligation est violée? On peut aussi se demander si dès lors que le salarié est bien éclairé sur les conséquences de la dispense en frais de santé, c'est pas une façon de renoncer à une cotisation qui aurait permis à l'employeur de respecter le 1,50 tranche A. Il y a des arguments qui existent, ça se défend, mais tout ça n'a encore été tranché par aucune juridiction. La couverture, donc c'est une couverture de prévoyance au sens large, avec une particularité que nous précise le texte, c'est que cette cotisation à un régime de prévoyance, elle doit être affectée, entre guillemets, par priorité, je cite le texte, à la couverture d'avantages en cas de décès. Donc effectivement, il faut impérativement une garantie décès. Donc une garantie décès, c'est principalement des capitaux en cas de décès, des rentes de survivants, que ce soit pour les conjoints ou pour les enfants. Le texte nous précise aussi que cette garantie de décès, elle doit être maintenue quand le cadre est en incapacité ou en invalidité. Ce qui, de toute façon, effectivement, fait écho aux obligations qui sont posées notamment par l'article 7 et 7.1, principalement de la loi Evin. Toute la question est de savoir comment on interprète ces deux mots, affectation par priorité à la couverture d'avantages décès. Une position qu'on connaît tous et qui est assez fréquente, qui est assez générale, consiste à dire que par priorité, ça signifie que la majorité de la cotisation, et pas n'importe quelle majorité, la majorité absolue de cette cotisation de 1,5 doit effectivement financer des garanties décès. Donc, quand on suit cette interprétation, ça veut dire une cotisation d'au moins 0,75. Donc soit on se dit 0,76, soit 0,751. Mais voilà, si on suit cette interprétation, c'est une majorité absolue de la cotisation affectée à la garantie décès. Pourquoi est-ce que cette interprétation, on l'a tous en tête? C'est parce que c'était une interprétation qui avait pu être retenue dans une lettre de la commission paritaire de la GIRC, qui remonte maintenant. La commission paritaire de la GIRC, qui n'a uniquement vocation, à l'époque, avait uniquement vocation à rendre des décisions, des interprétations, des orientations, mais en matière de retraite à GIRC, et pas particulièrement au regard de cette obligation de prévoyance des cadres. Mais donc, c'était l'interprétation qu'elle avait été retenue, et peut-être par prudence ou par simplicité, par facilité, c'est une interprétation qu'on entend beaucoup, et ce qui est effectivement très prudente, et qui permet d'écarter tout débat sur le respect de cette obligation. Pour autant, c'est vrai qu'en français, par priorité, ça ne veut pas dire majoritairement. Le texte ne dit pas majoritairement affecté à la couverture d'avantages en cas de décès. On peut réfléchir à d'autres interprétations de ce texte. On peut se dire que c'est peut-être une majorité relative, donc que lorsque j'ai une couverture prévoyance qui finance de l'incapacité, d'invalidité et du décès, il suffit que la plus grosse part de la cotisation soit affectée au décès sans que ce soit la majorité absolue pour que l'obligation soit respectée.
Et puis, quand on prend même encore un petit peu plus de recul, même si ce n'est pas les interprétations qui sont les plus convaincantes, on peut aussi se dire que par priorité, encore une fois, ce texte est rédigé de façon assez spéciale, hein, mais que dans les formulations qui étaient utilisées à l'époque, ça ne voulait pas tout simplement dire le fait d'avoir effectivement une couverture de prévoyance avec du risque d'essai, pas forcément d'un val, pas forcément d'un cap, mais à tout le moins, par priorité dans cette couverture, obligatoirement, avant de réfléchir aux autres risques, l'existence d'un risque de couverture en cas de décès. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 0,75 et plus affecté au décès, les professionnels de l'assurance le savent, ça donne des garanties d'essai qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, le risque d'essai coûte beaucoup moins cher qu'en 47, et en affectant une telle part de la cotisation au risque d'essai, on a effectivement des garanties d'essai qui sont quasiment disproportionnées. Aujourd'hui, les risques qui coûtent les plus cher, c'est principalement l'inval et à côté l'incapacité, mais c'est vrai que ça donne des couvertures quand on la respecte à la lettre, un petit peu déséquilibrée. Donc cette obligation assez finalement fixée par le texte, qui est contraignante, même s'il y a une certaine marge d'interprétation, elle est aujourd'hui discutée puisqu'elle ne donne pas les couvertures les plus pertinentes. Se pose aussi la question de savoir comment on justifie du respect de cette obligation. Rares sont les entreprises dans lesquelles l'acte de droit du travail, que ce soit l'ADUE ou l'accord collectif, mentionne, ventile la cotisation selon les différents risques. On y reviendra, ça peut exister principalement pour optimiser la règle du prorata, mais rares sont les entreprises dans lesquelles, visuellement, à disposition de tous les salariés, on a vraiment le montant de la cotisation prévoyance, la proportion de la cotisation de prévoyance qui finance les garanties d'essai. La personne qui est capable de attester du respect de cette obligation et au cas particulier de cette caractéristique d'affectation prioritaire au décès, c'est l'organisme assureur qui, effectivement, lors de la tarification du contrat et de la détermination de la cotisation, est capable de savoir quelle proportion est affectée au décès et donc qui est capable, effectivement, de le justifier, le cas échéant, dans le cadre d'un litige. Vous êtes, vous êtes revenu? Oui. Enfin, on est revenu. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc pour répondre à la question de Morgane, oui, en effet, la difficulté, c'est de combiner un peu tout. C'est-à-dire que c'est super de pouvoir, enfin c'est super, bon en tout cas, c'est déjà ça, de pouvoir rajouter la cotisation de frais de santé parce que ça permet d'atteindre plus facilement cette contribution patronale minimale. Mais il est vrai qu'ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule de la prise en charge de cette cotisation frais de santé, c'est qu'elle est souvent beaucoup plus grosse. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en termes de pourcentage du plafond de la sécurité sociale, ce qui est souvent la modalité d'expression d'une cotisation frais de santé, le montant financé par une entreprise en matière de frais de santé de ses salariés et a fortiori de ses salariés cadres est très souvent supérieur, nettement supérieur à 0,76 justement. Donc la difficulté, c'est de se dire je prends la santé parce qu'elle m'est bien utile pour atteindre le 1,50 et donc grâce à ma santé qui est on va dire à 0,75, j'ai 0,75 en prévoyance lourde, 0,75 en frais de santé, donc c'est génial au global, grâce à ma santé j'ai bien le 1,50. Mais il est vrai que si j'ai 0,75 dans mon exemple caricatural, hein, mais pour un cap inval décès et 0,75 pour santé, avec le raisonnement consistant à retenir la théorie même de la majorité relative, hein, qui est donc moins pire que la majorité absolue, la cotisation frais de santé est très souvent la plus importante, c'est-à-dire proportionnellement la plus élevée. Et donc à partir du moment où elle est plus élevée, même le raisonnement de la majorité relative ne fonctionne plus. Donc il faudrait aller sur la troisième interprétation qu'évoquait Louis, hein, consistant à dire une cotisation qu'on affecte prioritairement au décès, ça veut dire que de toute façon c'est le seul risque que je ne peux pas couvrir. Prioritairement, donc en synthèse, ça voudrait dire qu'il suffit que j'ai 1 euro sur les 60 sur du décès pour considérer que mon obligation est respectée. Et il n'y aurait donc pas à prouver quel est le montant, conformément à ce que disait Louis, c'est-à-dire l'obligation qui est compliquée à justifier pour l'entreprise, ou en tout cas compliquée à connaître pour un salarié pour attaquer son employeur, donc on peut le voir aussi dans les deux sens, hein. Elle est assez difficilement identifiable. Sauf, ou alors, on pourrait se dire, elle est facilement identifiable à partir du moment où il suffit qu'il y ait une couverture d'essai pour considérer que l'employeur, dans son choix d'affectation, a donc donné la priorité au décès, puisqu'il y en a,
Et donc, à partir du moment où il y en a, l'obligation est respectée. C'est vraiment assez intéressant de se rendre compte que depuis, encore une fois, 80 ans, où le texte est écrit exactement de la même manière et où vous êtes tous, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas, systématiquement, respecté, il n'y a pas de contentieux. Il n'y a pas de contentieux, alors on peut le voir des 2 côtés, on peut le voir, parce que, les salariés l'ignorent et qu'encore une fois, il n'y a pas d'action qui est menée sur ce sujet-là, parce que comme on se l'est dit, elle est assez méconnue du monde des salariés. Ou alors, on peut aussi imaginer que sur ce terrain, en tout cas du 0,75, de l'affectation prioritaire, aucun avocat n'a jamais jugé pertinent d'aller sur ce terrain-là parce que c'est plus difficile à justifier. Et pour vous répondre, Corinne, effectivement, le document le plus probant, c'est bien cette attestation de l'organisme assureur. Qu'est-ce qui se passe si en réalité, l'organisme assureur, d'une certaine manière, indique des proportions d'affectation au décès qui ne sont pas forcément en raccord avec les comptes de résultats du régime? Effectivement, on peut penser qu'en pratique, en contentieux, l'assuré s'arrêtera là. C'est-à-dire qu'effectivement, sauf à demander à auditer les comptes de résultats du régime, ce qu'effectivement les ayants droit d'un salarié bien conseillé devraient peut-être faire, on peut penser qu'effectivement ce sera particulièrement dissuasif. Après, il y a quand même aussi la question de savoir si presque c'est pas aussi, j'allais dire un faux, hein, mais voilà, c'est pas censé être le rôle d'un assureur de donner effectivement des proportions de cotisation qui ne sont pas celles réellement appliquées en pratique. On peut se dire qu'ils n'auraient aucun intérêt à le faire, à mentir entre guillemets pour aider l'entreprise dans le cadre d'un éventuel, encore une fois, très théorique, contentieux, qui irait sur ce sujet-là. Les assureurs n'auraient pas grand intérêt à le faire, sauf, on a bien conscience, à se protéger contre leur éventuel défaut de conseil si l'entreprise leur disait qu'il ne les en a jamais informés et que de toute façon, s'ils étaient condamnés, ils se retourneraient sur en dommages et intérêts contre l'assureur. Donc, maintenant qu'on a finalement, ça y est, hein, elle est encore une fois, elle est très succincte, hein, cette obligation. On a fait le tour. Combien ça coûte? Une cotisation patronale exclusivement, affectée par priorité au décès, qui peut également prendre en charge les frais de santé, enfin prendre en compte les frais de santé. C'est fini. L'obligation en tant que telle, elle est là, elle est entièrement définie à l'heure actuelle. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qui profite de cette obligation. Donc, on a coutume de synthétiser en disant les cadres. Et c'est intéressant de noter que là encore, c'est exactement la même chose depuis 47. C'était les articles 4 et 4 bis de la CCN de 47. C'est donc devenu les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017. Depuis toujours, et là-dessus, il n'y a pas de différence, contrairement à la retraite complémentaire ou les anciens 36, parce qu'il y a beaucoup plus à avoir de confusion là-dessus, c'est-à-dire que vu que les 36 étaient côté retraite dans le même régime que les cadres et qu'on les assimilait à des cadres, certains auraient pu penser, hein, et c'est vrai que ça aurait pu être logique, de dire à partir du moment où ils sont assimilés à des cadres pour la retraite complémentaire et donc pour tout le reste de la GIRC, ils le sont également pour l'obligation patronale du 1,50 trancha. Mais non, le texte était très clair dans la CCN de 47 et encore plus maintenant avec la disparition des articles 36 depuis l'ANI de 2017, les anciens articles 36 et donc les nouveaux intégrés à PEC, qui viennent remplacer un peu les articles 36, ne sont pas concernés par cette obligation patronale minimale de 1,50 trancha. Donc, ils peuvent, dans certaines conditions, être assimilés à des cadres pour être affiliés aux mêmes couvertures de prévoyance et de frais de santé que les cadres. Il n'en demeure pas moins que vis-à-vis de l'obligation patronale de financement minimal du 1,50 trancha, seuls les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relèvent de cette obligation. Donc là, on va rapidement vous rappeler comment ça fonctionne, mais ce n'est pas l'objet, et vous l'avez bien en tête. Mais donc, avant, quand on avait les articles 4 et 4 bis, outre la rédaction du texte lui-même, qui est aujourd'hui repris, comme on se l'est dit, à la lettre dans les articles 2.1 et 2.2, il y a un référentiel aux arrêtés parodies. Donc, pour être un article 4/2.1, il faut être dans un coefficient anciennement arrêté parodie supérieur à 350. Et pour être un 4 bis/2.2,
2,2. Il faut relever d'un coefficient équivalent arrêté par Audi supérieur à 300, donc compris entre 300 et 350. Vous savez, c'était déjà le cas avant et c'est toujours le cas aujourd'hui, que quand les conventions collectives de branche se sont éloignées d'un référentiel en coefficient de l'ordre des arrêtés par Audi, et qu'elles sont passées sur des classifications très différentes avec des positions, des niveaux, des lettres, des chiffres. On peut avoir un exemple là, un tableau qui vous montre effectivement dans certaines branches comment on peut avoir des classifications très différentes. Voilà. Donc, l'Agirc à l'époque faisait des concordances et donc il créait des tables de concordance en disant voilà ce qui correspond à l'article 4, donc à un niveau coefficient par Audi supérieur à 350, et voilà ce qui correspond à du 4 bis. Donc aujourd'hui, on a encore la base, fort heureusement, parce que c'est un outil très utile, le site Affilia que vous avez là dans le support est encore accessible malgré la disparition de l'Agirc de manière à part entière. Et donc, on a encore la possibilité d'aller se référer branche par branche à ce site Affilia pour voir où étaient situés les articles 4 et les articles 4 bis. Ça sert à quoi? Ça sert au fait qu'aujourd'hui, si on est dans une branche qui n'a pas évolué, dont la classification professionnelle, hein, là on est vraiment sur le sujet de la classif, si sa classification professionnelle n'a pas changé depuis les anciennes validations de l'Agirc, et donc depuis ce qui est écrit sur le site Affilia, on sait que ça vaut ce qui était écrit là comme étant un article 4 est aujourd'hui de facto un article 2.1, et ce qui était là un article 4 bis est devenu de facto un article 2.2. Ça, c'est pour les conventions collectives qui n'ont pas bougé. Pour les conventions collectives qui ont bougé, en revanche, il va falloir faire le même travail que celui qui était fait avant par l'Agirc, mais la commission paritaire de l'Agirc n'existant plus, la main est désormais passée à une nouvelle commission paritaire, celle de l'APEC, qui a désormais mission de chercher ces fameuses concordances pour les articles 2.1 et 2.2. Et donc là encore, hein, sur le site de la commission paritaire de l'APEC, un peu comme il existait et qu'il existe toujours sur le site Affilia, on a pour toutes les conventions, toutes les branches qui ont soumises leur classification conventionnelle à la validation de la commission paritaire de l'APEC et à ce travail de correspondance entre leur classification de branche et les catégories 2.1 et 2.2, on a effectivement pour aujourd'hui une centaine de branches ce type de tableau, ce type de décision, là en l'occurrence c'est pour la métallurgie, qui permet de déterminer vraiment dans chaque entreprise qui sont les 2.1 et les 2.2. Donc, comme l'a rappelé Charlotte, aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé d'avoir une décision de la commission paritaire de l'APEC pour déterminer les 2.1 et les 2.2 lorsqu'on a des entreprises dans lesquelles on avait une décision de la commission paritaire de l'Agirc référencée sur Affilia et que la classification n'a pas changé, ou lorsqu'on avait des classifications conventionnelles avec la possibilité très facilement d'identifier de coefficients par Audi. Pas de panique, si on n'a pas de décision de la commission paritaire de l'APEC, on peut quand même identifier les bénéficiaires. Les questions sont un peu plus délicates lorsqu'on a des changements de classification conventionnelle et qu'on n'a pas encore eu, alors soit à l'époque d'agrément à l'Agirc ou aujourd'hui de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC. C'est vrai que dans ces situations-là, les textes sont un peu curieux, mais ça donne l'impression que finalement, tant qu'on n'a pas cette décision de la commission paritaire de l'APEC, et lorsqu'on n'a pas de classification avec des critères, des numéros par Audi, effectivement, il n'y a juridiquement pas encore de bénéficiaires du 1,50 tranche 1 dans cette branche. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Okay. Il y a aussi des situations un peu particulières dans lesquelles on se rend compte qu'en fait, alors c'est relativement rare, mais il existe des entreprises dont l'activité n'est couverte par aucune CCN, et donc il n'y a pas de convention collective applicable dans l'entreprise. Dans ces cas-là, là aussi, hein, le fait que les textes qui créent le 1,50 tranche 1 se réfèrent toujours finalement à la place dans une classification professionnelle de branche, ça aboutirait à la solution un peu étonnante et en tout cas pas protectrice du tout pour les salariés et en particulier les cadres, de se dire s'il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de classification et donc j'ai pas de cadre au sens de l'article 2.1 et 2.2 et j'aurai jamais notamment d'agrément de la commission paritaire de l'APEC. Pour autant, c'est vrai que malgré l'absence de convention collective, on est généralement capable d'identifier dans les
entreprises, même qui ne relèvent pas d'une CCN, les salariés cadres, généralement, c'est écrit dans leur contrat de travail, ils sont traités comme tels, on est généralement capable effectivement de les identifier. Et pour ces salariés-là, la logique, une forme de logique pour parer à une imperfection du texte, pourrait amener à préconiser de couvrir les salariés vraiment identifiés comme cadres en tant que tels dans l'entreprise, même si juridiquement, ils ne relèvent pas vraiment de l'article 2.1 et a fortiori pour les autres de l'article 2.2, mais de les considérer comme bénéficiaires de l'article 2.1 et donc du 1,50 tranche 1. Alors si j'ai en fait un Oui, truc à rajouter. vas-y. Juste pour vous faire savoir que par exemple, nous, on accompagne aujourd'hui quelques branches qui rencontrent des difficultés pour obtenir l'agrément de la PEC et on voit que effectivement, c'est assez logique, hein, le travail qu'opère la PEC, elle essaie tout simplement de comprendre par rapport à ce qui avait pu être fait par la GIRC à l'époque, notamment des branches qui changent de classification, hein, et où on voit qu'il y a des gens qui avant étaient 4 et qui aujourd'hui, on voudrait par exemple les mettre en 2-2 ou carrément en intégré APEC. Ça interroge et ça pose des questions. Donc, et c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que les branches qui changent de classification professionnelle doivent avoir la possibilité eux-mêmes, et c'est quelque part, j'imagine, je n'ai jamais accompagné une branche dans un travail de reclassification, hein, qui est un travail, je sais, titanesque et très très compliqué. Mais pour autant, quand on change complètement de référentiel dans les pesées de poste, etc., il faut ensuite qu'on ait la possibilité d'expliquer à la PEC la raison pour laquelle ces personnes-là ont été, par exemple, déclassées, ou la raison pour laquelle, en correspondance arrêtée par Audi, on est bien quand même au-dessus de 350, ou compris entre 300 et 350. Donc, il faut savoir que, contrairement à ce que on avait pu penser, ou en tout cas, on avait pu s'interroger sur la question de savoir si la PEC ne serait pas, comme on le disait, une simple chambre d'enregistrement. C'est-à-dire, c'est un peu vrai pour ce qui est de dupliquer uniquement les choses d'avant. C'est-à-dire, si on n'a pas changé de classif, si la GIRC avait déjà donné son avis et qu'on ressollicite l'agrément de la PEC, presque de manière un peu surabondante, oui, on peut constater, nous, que la PEC, et là encore c'est bien normal, va confirmer. Et on peut d'ailleurs se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait infirmer, parce que si le référentiel de base, c'est toujours les arrêtés par Audi, et si la GIRC avait considéré qu'on était bien dans les clous, il y a peu de raisons de penser que la PEC puisse avoir une opinion divergente. Donc là, ça passe tout seul. Mais quand on est vraiment dans une nouvelle classification, non, il ne suffit pas et nous on a pu le constater, hein, d'avoir une branche qui dit mes 2.1 c'est eux, mes 2.2 c'est eux, et mes intégrés APEC c'est eux, et on a le tampon comme ça qui arrive facilement de l'APEC. L'APEC demande des explications et demande à comprendre pour, encore une fois, permettre de faire ces concordances par rapport aux arrêtés par Audi ou à la classification antérieurement agréée par la GIRC. Pour terminer sur ces questions de bénéficiaires, on rencontre une situation assez fréquemment, mais qui peut être un peu problématique, qui est liée à la manière dont les régimes de prévoyance réservés aux cadres sont rédigés dans les actes de mise en place au sein de l'entreprise. Vous savez peut-être, lorsqu'une entreprise met en place un régime de prévoyance réservé aux cadres, elle peut soit lorsqu'elle formule sa catégorie de bénéficiaires, écrire qu'il s'agit des salariés qui relèvent de l'article 2.1 ou de l'article 2.1 et 2.2 ou de l'article 2.1 et 2.2 des cadres intégrés. Elle est aussi, par tolérance du bulletin officiel de la sécurité sociale, autorisée à dire c'est un régime qui bénéficie aux cadres. À une seule condition, il faut effectivement que lorsqu'on dise c'est le régime de prévoyance des cadres, sans faire référence aux articles 2.1, 2.2 ou cadres intégrés, il faut impérativement que les cadres, au sens de cet acte, ce soient les salariés qui relèvent de l'article 2.1. Et donc pas les autres. Et notamment pas les salariés qui relèvent de l'article 2.2. Donc, en principe, lorsque vous avez un régime de prévoyance au sein d'une entreprise avec uniquement une catégorie de bénéficiaires qui est écrit comme les cadres, de deux choses l'une, soit il ne permet pas de couvrir les salariés qui relèvent de l'article 2.2 et potentiellement, sauf à ce que le régime de prévoyance des non-cadres existe et soit d'un niveau suffisant, il peut potentiellement amener à enfreindre l'obligation du 1.5T1 à l'égard des 2.2. Ou alors, c'est un régime qui bénéficie aussi aux salariés qui relèvent de l'article 2.2, et donc on respecte l'obligation du 1.5T1, mais à ce moment-là, il y a un sujet sur la conformité de cette catégorie objective au regard de ce qui est réellement appliqué dans l'entreprise. Donc il faut être assez vigilant lorsqu'on rencontre ce type de formulation, ce type de libellé. D'autre part,
l'ANI du 17 novembre 2017, mais comme l'article 7 de la CCNHR à l'époque, effectivement, explique que parmi les salariés qui relèvent de l'article 2.1, enfin parmi les personnes qui relèvent de l'article 2.1, on a aussi les personnes qui sont considérées comme salariées au sens de la sécurité sociale, une expression qui vise, vous le savez peut-être, les mandataires sociaux, qui sont des dirigeants qui n'ont pas de contrat de travail et qui sont énumérés au Code de la sécurité sociale. Donc, ils n'ont pas de contrat de travail, mais pour autant, c'est ce qu'on appelle les assimilés salariés. Ils sont traités comme des salariés pour l'affiliation à leur régime de sécurité sociale. C'est vrai que c'est très étonnant qu'un acte de droit du travail, en l'occurrence un ANI, à l'époque une CCN, qui a uniquement vocation à régir des rapports entre un employeur et des salariés, donc des gens qui, en droit du travail, ont un contrat de travail, sans qu'on ait besoin de se poser la question de savoir comment ils sont traités au regard de la sécurité sociale. C'est très étonnant qu'un tel acte se permette de prétendre créer une obligation à l'égard de personnes qui n'ont pas de contrat de travail, comme les mandataires sociaux, quand bien même ils seraient assimilés salariés. On considère, nous, que, effectivement, sur ce point, les partenaires sociaux ont outrepassé leurs compétences et que cette phrase n'a pas d'effet dans les rapports entre un mandataire social et une entreprise. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais préconisé de conclure et d'affilier à un régime et un contrat de prévoyance des mandataires sociaux sur contrat de travail, en particulier dès lors qu'ils sont rémunérés au titre de cette fonction. Voilà, si on veut leur accorder la protection en termes voilà, de maintien de revenus et le cas échéant en cas d'indemnisation du décès qui va avec cette rémunération, effectivement, il faut les rendre éligibles au régime de prévoyance de l'entreprise. Mais au regard du 1.5T1, contrairement à ce que dit le texte, voilà, il y a un problème du fait de l'articulation entre un acte de droit du travail et un rapport entre employeur et mandataire social. Et donc, effectivement, cette phrase, elle peut effectivement sembler sans portée juridique. Et donc, considérer que les mandataires sociaux ne sont en réalité pas couverts, ne sont pas dans le champ de cette obligation patronale. On peut aussi effectivement se poser la question, par exemple, pour des salariés travaillant à l'étranger. Alors, très rapidement, on va prendre l'exemple des détachés. Effectivement, des salariés détachés qui conservent un contrat de travail avec leur employeur français, qui sont envoyés à l'étranger pour y travailler temporairement, qui, généralement, du fait de cette durée courte du détachement, bénéficient d'un maintien du régime français de sécurité sociale. Eh bien, effectivement, ils sont quand même toujours dans le champ de l'obligation et doivent donc en bénéficier. Donc voilà, on a fait le tour sur c'est pour qui et c'est quoi cette obligation. Donc, alors je regarde au passage la question qui doit être sur les sujets d'avant. Avez-vous des nouvelles de la PPL relative à la généralisation de la prévoyance? On peut peut-être en parler, mais effectivement, l'an dernier, c'était même avant encore la dissolution. L'actuel, alors aujourd'hui on a 2 ministres du Travail, mais en tout cas une des 2 ministres du Travail avait effectivement, lorsqu'elle était députée, déposé une proposition de loi pour généraliser la prévoyance. Alors d'une certaine manière, le 1.5T1, c'est une généralisation de la prévoyance, alors pas à tous les salariés, mais au cadre. C'était quand même effectivement très moderne comme obligation et d'ailleurs peut-être un peu plus simple que la généralisation des frais de santé, avec notamment pas de cahier des charges imposé. C'est la différence entre une obligation à cotisation définie et une obligation à prestation définie. Non, à ce jour, donc la proposition de loi, elle a été automatiquement caduque du fait de la dissolution de l'Assemblée. Elle n'a pas encore particulièrement été redéposée. Non, à ce jour, c'est quand même plutôt dans les limbes des travaux parlementaires. La ministre du Travail n'a pas particulièrement inscrite à son agenda en tant que projet de loi. Donc non, pour l'instant, c'est vraiment resté lettre morte. Et voilà, vous savez que le contexte politique n'est pas forcément hyper favorable, enfin, disons propice à effectivement tout simplement à faire adopter des textes. Et alors pour vous répondre, Jérémy, ça pour le coup, c'est une question qui a donné lieu, à jurisprudence. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence depuis 80 ans, mais la question que vous posez, a été tranchée par la Cour d'appel de Paris. Donc elle consiste à savoir si, quand dans une entreprise, on a un régime de prévoyance avec le taux contractuel, mais qu'ensuite on a un taux d'appel minoré grâce à de, bons résultats, l'assureur peut se permettre d'appeler que
1,30 au lieu de 1,50 pour prendre votre exemple, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le taux contractuel ou est-ce que c'est le taux d'appel? Bon, bah, je pense qu'on sait tous que c'était quand même une stratégie qui n'a pas fonctionné, puisque ça serait trop facile. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ce qu'on verse. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que tous les mois, l'employeur paye pour de vrai 58 € pour des avantages de prévoyance au sens large au profit de ses salariés cadres. Sinon, il suffirait effectivement d'écrire dans tous nos contrats le 1,50 et puis on ferait pareil pour le 0,76 d'essai. Et ensuite, on appliquerait des taux d'appel divers et variés nous permettant de nous éloigner largement de la lettre du texte et d'avoir en pratique un budget de financement patronal bien inférieur à celui attendu par les textes. Donc ce qui compte, c'est bien le taux d'appel, ou en tout cas ce qui compte, c'est bien la cotisation effectivement payée. C'est d'ailleurs ce qui explique également le raisonnement qu'on a pu avoir sur la dispense frais de santé. C'est-à-dire, ce qui compte, on verra encore une fois s'il y a des jurisprudences, mais ce qui compte pour nous aujourd'hui à la lettre, c'est pas uniquement l'existence d'un régime de frais de santé, c'est l'affiliation du bénéficiaire et donc le fait qu'il profite véritablement de cette contribution patronale minimale. Ce qui permet de faire le lien avec la sanction, c'est justement que les modalités d'appréciation du 1,50 tranche A, depuis tout à l'heure, on en parle de manière relativement collective, c'est-à-dire le régime au global, mais on a déjà touché du doigt avec l'histoire de la rémunération pivot, le fait qu'en réalité, dans une entreprise, il n'y a pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas l'employeur respecte ou ne respecte pas son obligation du 1,50 tranche A. Il peut parfaitement, sur une collectivité de cadres de 100, il peut respecter son obligation de 1,50 tranche A pour 99 cadres et ne pas la respecter pour 1. Pourquoi? Parce que la manière dont on apprécie le 1,50 tranche A à nouveau est individuelle, c'est-à-dire il faut que un salarié cadre puisse vérifier que son employeur finance à son profit au moins un 5, enfin bon voilà, on ne revient pas sur tout ce qu'on s'est dit. Et pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là? Parce que c'est le texte lui-même, et là encore, depuis l'origine, même si le montant a varié, en tout cas depuis l'origine, le texte prévoit que, en cas de décès d'un cadre pour lequel l'obligation patronale n'était pas respectée, l'employeur pourra être sanctionné à verser forfaitairement, donc là on est à nouveau dans du forfaitaire, une sanction forfaitaire liée à la violation de cette obligation individuelle égale à 3 plafonds annuels de sécu. Donc aujourd'hui en 2025, 140 000 € à peu près. Donc ça suppose premièrement le décès d'un cadre et ça suppose que ce cadre qui est décédé à son cas particulier individuel, l'employeur ne puisse pas justifier qu'il respectait son obligation dite du 1,50 tranche 1. Alors, avant d'aller sur des décisions très intéressantes qui ont justement permis d'éclairer comment s'appliquait la sanction, effectivement, pour la petite anecdote, jusqu'en 79, la sanction n'était pas de 3 passes, mais de 1,5 passes. Effectivement, elle a été doublée. On notera qu'effectivement, les personnes qui, par définition, peuvent exercer l'action contre l'employeur en paiement de ce capital, ce sont effectivement ses ayants droit. Et le texte, encore une fois, on voit qu'il a été rédigé aussi en 47, il dit que ce capital, il est versé par priorité aux conjoints non séparés, donc effectivement mariés, ensuite à défaut aux enfants et ensuite à défaut aux héritiers. Effectivement, on notera qu'il ne vise notamment pas les partenaires de Pacs ni les concubins parmi les ayants droit. Cette sanction, la Cour de cassation a déjà jugé dans un contentieux URSSAF qu'effectivement elle était intégralement soumise à charge sociale et donc effectivement donc c'est une sanction brute avec des cotisations patronales au-dessus de l'ordre de on peut se dire un 35-40% en fonction de la rémunération du salarié et lui-même pour le salarié à peu près 20% de charges salariales. Alors ensuite, toutes les questions, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, dans les commentaires, vous les anticipez, c'est d'une certaine manière, lorsque le salarié a déjà perçu un capital d'essai, par exemple, et que le cas échéant, il était égal ou supérieur à 3 passes, est-ce que la sanction s'applique quand même? Alors, par principe, quand on lit en tout cas le texte, on revient à nouveau à la base, l'obligation
de cotisation minimale. C'est une obligation à cotisation définie et pas à prestation définie. Donc, pendant des années, on s'est quand même dit que par principe, la logique ne consistait pas à dire il suffit qu'avec un financement patronal, quel que soit le montant et peu important le montant du financement patronal, du moment que j'ai bien un capital d'essai au moins égal à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, ça veut dire que ma sanction est intégrée à l'intérieur de ce capital. Dit autrement, est-ce que la sanction n'est versée que, donc 3 passes, moins le montant du capital d'essai. Donc, il faudrait qu'il reste un différentiel et que mon capital d'essai effectivement versé soit inférieur. C'est pas comme ça qu'est écrit le texte. Le texte donne vraiment l'impression d'être une sanction forfaitaire. Donc, ça veut dire, à partir du moment où, et on ne rentre pas dans les détails de l'affectation prioritaire ou autre, à partir du moment où, par exemple, l'employeur ne finance pas du tout, n'est pas du tout au niveau de son obligation patronale du 1,50 tranche A, parce que même les cotisations globales, je ne sais pas, il n'y a pas de régime de frais de santé, et en matière de prévoyance, on est vraiment sur un régime au global financé avec un salarié dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale. Donc, on n'a aucun argument, et on a une cotisation du régime de prévoyance de 0,75, comme on le disait tout à l'heure, tout compris, un cap, un val d'essai, pas de régime de frais de santé, rien, aucun argument. Bon, ben voilà, il n'y a pas de débat, c'est pas on pourrait toujours imaginer, hein, un jour peut-être y aura-t-il un contentieux, et encore une fois, vu qu'on n'aura rien d'autre à se mettre sous la dent, il faudra bien tenter de dire, oui mais regardez, même avec cette cotisation de 0,75, regardez le montant du capital d'essai qui a été perçu par les ayants droit. On est bien au-dessus de 140 000 euros. Donc, on tentera l'argument consistant à dire qu'il n'y a donc pas de préjudice et que, à défaut de préjudice, l'employeur n'a pas à verser de sanction. Mais n'oublions pas qu'on n'est pas du même côté, c'est-à-dire qu'à la lettre, l'assureur va verser le capital d'essai, on va dire, de 200 000 euros, parce que dans le cas de l'exemple que je viens de prendre, il y a un versement d'un capital d'essai de 200 000 euros. Sur le papier, ça n'interdit pas les ayants droit qui ont perçu les 200 000 euros de capital d'essai d'aller poursuivre au prud'homme, hein, donc on n'est plus sur les mêmes actions, on n'a plus le même débiteur, d'aller poursuivre un employeur pour violation de ses obligations conventionnelles, au motif que, indiscutablement, il ne respectait pas l'obligation du 1,50 tranche 1, et donc de demander la sanction forfaitaire des 140 000 euros. Et les ayants droit pourraient avoir en combiné un capital d'essai, on voit bien, notamment avec la nature URSSAF, qu'il n'a pas la même nature, un capital d'essai versé par un organisme assureur de 200 000 euros, qui pourrait d'ailleurs ne pas aller au même bénéficiaire, puisqu'il pourrait y avoir une clause de déviation. Enfin, encore une fois, toutes les hypothèses sont possibles. Et ensuite, des ayants droit qui récupèrent la sanction forfaitaire de 3 passes, des 140 000 euros, qui est versée par l'employeur cette fois-ci et pas par l'organisme assureur. Donc, aujourd'hui, sauf encore une fois futur contentieux, sauf nouveaux arguments développés qui peut-être prospéreront et obtiendront gain de cause devant la Cour de cassation, à ce jour, notre lecture du texte nous permet plutôt de considérer que ce sont deux choses différentes et que ce n'est pas parce que le capital est supérieur à 3 passes que ça permet d'éluder l'éventuel paiement de la sanction. Pour autant, on a un exemple, mais qui n'est pas forcément contradictoire avec ce que je viens de dire. C'était un cas très particulier en 2013 où, justement, au total, la cotisation, elle était bien de 1,5. Mais la répartition, donc le tarif assurantiel, il était bien. Il aurait pu respecter le 1,5. Ce qui fait que le 1,5 n'était pas respecté, c'était que la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié faisait qu'il y avait une participation salariale qui participait à l'atteinte de cette cotisation globale de 1,5. Mais côté contrat d'assurance, le montant de la prestation et du capital d'essai qui était versé était bien l'équivalent d'un capital d'essai respectueux de cette tarification de 1,50 tranche 1. Donc là, les arguments qui ont été développés par les parties, mais vous savez que les jurisprudences sont toujours extrêmement fonction des arguments développés par les uns et les autres. La Cour de cassation n'est pas là pour ériger des règles de droit indépendamment des arguments des parties et des faits d'espèce qui lui sont présentés. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Les arguments qui défendaient l'employeur étaient de dire « Non mais regardez, mea culpa, on s'est trompé, mais quel est votre préjudice? Votre préjudice, c'est la cotisation salariale indûment prélevée, alors que l'employeur aurait dû prendre en charge l'intégralité de la cotisation. Donc, l'employeur avait remboursé aux ayants droit la cotisation salariale indûment prélevée. Donc, rétroactivement, il prétendait qu'il avait bien respecté son obligation de 1,50 tranche A intégralement supportée par l'employeur.
et l'organisme assureur avait versé sa prestation, dont d'ailleurs le débat ne va pas véritablement sur la question de savoir de quel en était le montant. Et qu'a considéré la Cour de cassation? La Cour de cassation a considéré que les ayants droit, suite au décès de ce cadre, avaient perçu un capital d'essai tout à fait satisfaisant et tout à fait équivalent à ce qu'on peut se financer comme capital d'essai avec une cotisation respectueuse de l'obligation du 1,50 tranche A, et que dès lors que les cotisations salariales indûment prélevées avaient été remboursées aux salariés décédés et que donc l'employeur avait bien respecté son obligation de financement intégrale de ce contrat d'assurance, il n'y avait plus de préjudice et qu'à défaut de préjudice, la sanction n'était pas due. Donc c'est un arrêt très intéressant qui date maintenant un petit peu. C'est bien ce qui prouve à quel point il y en a peu, hein, et donc à chaque fois qu'on en a, on les bichonne et on les analyse et parce que ça donne un peu du grain à moudre à nos débats, parce qu'il y en a très peu. Mais c'est l'exemple dans lequel cette veuve, je crois, oui voilà c'est ça, cette veuve avait perdu son contentieux et n'avait pas obtenu le paiement des 3 passes. Donc parmi les autres sanctions auxquelles on peut réfléchir, c'est vrai que la sanction des 3 passes, c'est clair, c'est vraiment uniquement dû en cas de décès d'un salarié qui n'était pas suffisamment couvert. En revanche, un salarié qui se rendrait compte que son employeur lui finance pas suffisamment une couverture de prévoyance, il pourrait effectivement agir contre son employeur, peut-être même en référé, en mise en place d'une couverture adéquate. D'autre part, on peut aussi penser que dans certaines situations, lorsqu'il n'y a pas de couverture de prévoyance financée à au moins 1,5 par l'employeur, il n'y a peut-être pas de couverture prévoyance du tout. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a en parallèle de l'ANI une obligation conventionnelle de branche de mise en place d'un régime de prévoyance, qui d'ailleurs peut très bien faire porter une obligation sur l'employeur sur un niveau de prestation, eh bien effectivement, les ayants droit seraient légitimes à réclamer, et Charlotte l'a déjà dit tout à l'heure, à la fois les prestations dues au titre du régime de prévoyance qui n'a pas été mis en place, toujours en fonction des stipulations conventionnelles exactes, plus la sanction des 3 passes. Et puis voilà, les jurisprudences a aussi indiqué que le montant de 3 passes, il est couvert par l'assurance de garantie des salaires en cas de disparition de l'entreprise. Donc pour conclure, le dernier point qu'on voulait aborder et qu'on vient de toucher du doigt, peut-on ou pas déroger à cette obligation du 1,50 tranche 1? Et la réponse est oui, depuis les ordonnances Macron, et donc depuis 2017, et depuis ces règles tout à fait nouvelles par rapport à ce qu'on connaissait avant, permettant à une convention collective de branche de déroger à une norme de niveau supérieur, parce qu'on vous rappelle que donc l'ANI, accord national interprofessionnel, dans la hiérarchie des normes conventionnelles, c'est l'accord le plus haut. Et en dessous, il y a les secteurs, donc avec les branches d'activité. Et en vertu de l'article L2252-1 du Code du travail, il existe une possibilité offerte aux branches de déroger à des obligations contenues dans un ANI, sous réserve que cette ANI ne comporte pas ce qu'on appelle une clause de verrouillage. Or, c'est le cas de l'ANI du 17 novembre 2017, probablement, enfin j'y étais pas, hein, mais probablement par oubli, hein, parce que pour toutes les raisons qu'on vient de se dire, cette ANI du 17 novembre 2017, côté prévoyance, il était un peu là pour se dire au cas où on fait quand même un filet de sécurité, mais un filet de sécurité qui, comme on l'a vu, n'a pas été très réfléchi, ils ont tout simplement fait des copier-coller. Donc peut-être, en plus on était quand même en parallèle, on était exactement en même temps, je crois que les ordonnances Macron, elles étaient de septembre et l'ANI il est de novembre, donc bon, ils n'avaient pas du tout probablement encore bien en tête l'intérêt de prévoir une clause de verrouillage, en tout cas il n'y en a pas. Donc aujourd'hui la seule chose qu'on peut se dire c'est qu'il n'y a pas de clause de verrouillage dans l'ANI de 2017 et que ça offre la possibilité aux partenaires sociaux au niveau des branches qui le souhaitent de conclure des conventions collectives de branche dérogeant, y compris en moins favorable, hein, parce que vous savez qu'on n'a jamais besoin d'un accord pour déroger en plus favorable. Là où c'est plus étonnant, c'est de pouvoir déroger en moins favorable, mais c'est le cas. Et c'est ce qu'ont fait les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie lors de leurs négociations récentes sur la mise en place du premier régime de prévoyance de la branche de la métallurgie. Vous savez, ça a été beaucoup commenté, puisque c'est la première fois qu'on a vu une branche écrire noir sur blanc: on déroge
à l'ANI du 17 novembre 2017. On a conscience qu'on y déroge et on crée une obligation conventionnelle de branche spécifique qui se substitue à l'ANI du 17 novembre 2017, avec notamment une obligation de financement de la prévoyance pour les salariés cadres égale à 1,12 de la rémunération comprise entre 0 et 8 passes. Alors, tu insistais sur cette faculté pour les partenaires sociaux de branche, mais en principe, c'est aussi possible au niveau de l'entreprise. Un accord collectif d'entreprise signé avec des délégués syndicaux. Encore une fois, il y a la question de savoir aussi si c'est vraiment toute connaissance de cause. Ça va quand même beaucoup mieux avec une phrase express, c'est le même sujet avec les branches, mais qui dit qu'effectivement, on met de côté l'obligation du 1,5T1. Mais au niveau d'une entreprise, avec un accord collectif, c'est aussi là la force d'un accord collectif par rapport à une DUE, c'est de pouvoir déroger en moins favorable à l'ANI du 17 novembre 2017. Et donc justement, on se pose souvent la question de savoir, lorsqu'on a un régime de branche qui fait aucune mention ni de la CCN de 47, ni de l'ANI de 2017, et qui prévoit un régime de prévoyance sans prévoir effectivement le principe d'une affectation prioritaire au décès, sans prévoir une sanction de 3 passes, sans parfois même prévoir, comme c'est le cas dans la métallurgie, même s'il y a aussi une obligation en matière de frais de santé dans la méta, mais une obligation sur un financement patronal inférieur à 1,5. C'est là où c'est pas toujours évident de savoir si c'est en toute connaissance de cause que les signataires ont écorté l'application de l'ANI, ou si ils ont voulu qu'effectivement cette obligation se cumule. Donc là, tout dépend des formulations. C'est quand même bien plus évident lorsqu'on a une phrase avec une dérogation express. Sinon, effectivement, c'est pas très simple d'écarter tout simplement l'obligation du 25T1. On va prendre donc les 2 dernières questions juste avant de vous laisser pour tenir plus ou moins le timing. Donc Corinne, par rapport à la question consistant à savoir si on a trouvé quelques jurisprudences, y compris devant les juges du fond, qui sont allés sur le débat pour gagner ou pour perdre de l'affectation prioritaire au décès, la réponse est non. Justement, on n'a pas trouvé de jurisprudence où les parties ont pensé, alors est-ce que c'est parce que les choses étaient clean ou est-ce qu'on n'en sait rien? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence qui interprète dans un sens ou dans l'autre l'affectation prioritaire. Et pour vous répondre, Nathalie, la fiscalité, nous n'avons pas non plus du tout eu connaissance d'un quelconque ayant droit qui aurait perçu cette sanction et comment aurait réagi l'administration fiscale. On peut uniquement se dire que quand côté URSSAF, quand l'URSSAF considère que c'est un élément de rémunération soumis à charge sociale comme du salaire, entre guillemets, il est à craindre, par parallélisme habituel entre les éléments de salaire côté charge et côté impôt, il est à craindre que ça donne envie à l'administration fiscale de considérer également que cette somme n'est pas un capital décès et donc ne rentre pas dans la fiscalité habituelle du capital décès, mais qu'elle est traitée comme du traitement et salaire, puisque c'est en tout cas ce qu'a considéré, à tort ou à raison, l'URSSAF. Voilà pour les dernières questions. Bruno, on a vu votre question, mais je pense qu'effectivement, on y a répondu. C'est bien la somme. C'est bien une somme brute. En tout cas, c'est une somme qui va aller dans la poche. Des cotisations patronales en plus et des cotisations salariales à déduire. Alors, effectivement, je dirais presque qu'elle est. Je pense que le 140, les ayants droit pourraient avoir le droit de considérer que eux, c'est la somme qu'ils doivent avoir en net. Donc, y compris les salariales. Enfin bon, on pourrait s'interroger, mais est-ce qu'on pourrait faire les 140 moins les salariales? Ou est-ce que c'est un droit pour eux, vu la rédaction du texte, à avoir 140 et ensuite l'employeur devrait rebrutaliser des salariales et des patronales? Bon, ça n'est pas allé jusque-là. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Comme vous l'a dit Louis, vous recevrez, vous aurez accès prochainement un mailing effectivement pour les participants avec le replay et le support. Et puis comme d'habitude, les replays et les supports via un lien un peu sont disponibles sur le fil Astella, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir été présents et à très vite. Au revoir. Au revoir.